Bonsoir à tous. Donc, nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Merci pour cet accueil, merci Francis pour cette introduction et merci à toute l'équipe pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous pour vous présenter notre démarche autour de cette conférence intitulée Pensée vernaculaire. Donc, notre studio existe maintenant depuis une dizaine d'années. Donc il est composé de 9 architectes où nous essayons de maintenir une production artisanale de l'architecture. Donc chaque architecte participe à la création du projet par le biais de différents outils afin de vraiment de raccrocher le projet à son histoire et à son environnement. Comme le disait Francis, j'ai également fait l'école de Chaillot. Donc diplômée il y a maintenant 10 ans. Donc c'est vrai que c'est avec émotion que je suis ici avec vous ce soir. Donc cette formation a été fondamentale dans notre manière de concevoir par l'analyse et la compréhension historique d'un contexte. En langue corse, orme signifie l'empreinte, la trace du passé. Nous exerçons aujourd'hui principalement en Corse, sur notre territoire qui se situe bien sûr au cœur de la Méditerranée et qui a été convoité tout au long de son histoire, ce qui a créé sa richesse culturelle. Historiquement, la Corse fut italienne jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle avant de devenir française. Cette montagne dans la mer a généré finalement un territoire très marqué par ses paysages. Donc on peut voir sur la carte de droite que le relief très important est très caractéristique de ce qu'on peut y voir aujourd'hui. Mais également sa géologie assez particulière, très riche, a impacté fortement les paysages et a créé l'architecture qu'on peut y voir actuellement. Donc sur la carte de gauche, vous pouvez voir que grâce à ces multitudes de couleurs, donc on a en rouge tout d'abord la Corse granitique, ensuite en partie nord la Corse schisteuse et ensuite nous avons différentes poches, notamment de calcaire, qui sont très caractéristiques et qui donnent vraiment une richesse architecturale sur les différents villages qu'on peut y voir sur ces différentes photos. Cette richesse, ça va créer ces architectures qui vont être une source perpétuelle d'inspiration dans la manière dont on va utiliser les différents matériaux locaux. Ces 3 villes que vous pouvez voir en sont les témoins. Donc on retrouve notamment la ville de Sartène qui offre une architecture austère, granitique. Donc le granit a la particularité d'être une roche dure que l'on peut tailler. Donc elle est utilisée du coup à nu. C'est une roche qui est visible, on ne l'enduit pas, parce qu'on peut la tailler. Ensuite, le schiste, qui est sur la droite, est complètement différent. C'est une roche qui vient se déliter. Donc, on l'utilise en toiture. Elle permet d'être mise en place pour, on va dire, de la lauze. Mais on l'utilise aussi pour la maçonner en cassant les pierres, mais on les enduit pour justement avoir une résistance avec le temps. Et enfin, on retrouve le calcaire, qui est vraiment ponctuellement mis en place en Corse, sur 2 sites, la région du Nebbio et la région de Bonifacio, qui offre un paysage très caractéristique et qui notamment permettait à l'époque de réaliser de la chaux localement. Aujourd'hui, les différentes ressources ne sont malheureusement plus beaucoup exploitées. Donc sur cette carte, on peut voir les ressources minérales qui étaient autrefois mises en place. Donc on peut y trouver un certain nombre de carrières, de granit, de calcaire, de schiste, mais également d'alluvions. Donc l'architecture vernaculaire consistait à utiliser le matériau au bon endroit. Donc chaque élément est mis en œuvre pour ce qu'il sait faire.
Donc les anciens avaient pour habitude de prendre les ressources directement sous leurs pieds, c'est-à-dire sur le terrain même de la construction, mais ils les complétaient parfois par des apports donc des carrières locales en fonction des caractéristiques de chaque matériau. Donc on allait donc sillonner différentes régions en Corse pour utiliser chaque pierre pour ce qu'elle sait faire. Aujourd'hui, donc de manière isolée, on peut voir que malheureusement, il n'y a plus qu'une seule carrière qui est aujourd'hui en fonctionnement. Donc c'est une carrière de schiste qui notamment nous permet quand même de mettre en œuvre notamment des anciennes des toitures en lauze dans des projets de restauration. Donc la Corse est une région rurale. Donc il s'agit aujourd'hui d'un territoire où les espaces naturels et forestiers dominent le paysage. Donc on peut voir sur la carte de droite donc les zones urbaines en noir et les espaces naturels en blanc. Donc en effet, l'ensemble de ces territoires paysagers donc, sont variés et multiples. Et le fait d'avoir cette forte topographie, ça nous a permis d'avoir des espaces naturels avec des essences très riches. Donc les teintes vertes, on est vraiment sur des essences donc, de maquis, de sous-bois, avec notamment des chênes lièges, des chênes verts. Et ensuite, sur les teintes rose-violette, on est ici sur vraiment des forêts, donc des forêts de pins maritimes et de pins laricho. Donc cette richesse aussi naturelle nous permet d'avoir donc différents paysages, donc de sous-bois, de forêts, de massifs montagneux, qui sont une richesse préservée et qui devient matière à projet. Ce sont des lieux dans lesquels on aime exercer, dans lesquels on va puiser une inspiration, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Donc notre agence, l'agence Sourme, donc est implantée à Corté, au centre de la Corse, où la culture et les savoir-faire locaux sont encore aujourd'hui très présents. C'est un haut lieu de l'histoire insulaire où nous aimons donc pratiquer l'architecture. Son emplacement central nous permet quand même de rayonner dans toute la Corse. Donc, situé au pied d'une citadelle du XVe siècle, nous apprenons en quelque sorte tous les jours l'absence de limite entre le paysage et l'architecture, et c'est vraiment un lieu forcément inspirant. Ce patrimoine qui nous inspire au quotidien prend une place importante dans l'activité de notre agence. En effet, donc, en tant qu'architecte du patrimoine, donc, nous réalisons des études donc, historiques, urbaines, paysagères très variées, qui nous amènent à mettre en parallèle cet état des lieux géographiques avec vraiment le développement de la vie sociale et culturelle tout au long de l'histoire de la Corse. Donc ces différents chantiers de réhabilitation nous permettent de découvrir et de comprendre comment cet héritage a été mis en place. Donc on y apprend les savoir-faire, les outils, les ressources mis en œuvre et comment vraiment l'homme s'est approprié toute cette architecture. Ce faisceau de connaissances, ces pratiques et techniques ancestrales, nous les requestionnons ensuite avec les problématiques actuelles dans les projets que nous mettons en œuvre. Ce travail sur l'existant qui nourrit notre réflexion au quotidien nous a permis de dégager quelques thèmes récurrents dans notre manière de concevoir. Un des premiers thèmes serait en quelque sorte donc, le territoire et l'ancrage. Donc le patrimoine vernaculaire est pour nous une perpétuelle leçon d'inspiration. Il nous apprend la notion d'ancrage par sa position, en s'appuyant sur la géologie naturelle comme fondation. Il nous enseigne aussi le rapport à la topographie. Il nous donne ensuite quelques leçons de construction avec des éléments architectoniques visibles, un linteau, un jambrage, une porte, qui témoignent perpétuellement d'une intelligence constructive. Il nous enseigne aussi les traces du passé, l'empreinte, l'usage. Nous essayons de mettre en place pour chacune de nos interventions un travail analytique, prospectif, presque en quelque sorte archéologique, sur ce qui existait. Et ces éléments témoignent d'un rapport historique entre un site, un climat, un environnement et une culture.
Cette architecture vernaculaire raconte également une mémoire collective. Nous pensons que chacun, au fil de sa vie, se forge une culture architecturale de manière consciente et presque inconsciente. Cette culture se crée à toutes les échelles, par le biais notamment des savoir-faire, des modes de vie, des usages transmis de génération en génération. Cette mémoire collective que nous essayons de réanimer dans chacun des projets permet de générer un dialogue entre le passé, le futur et de trouver une légitimité au sein du projet. En quelque sorte, cette méthode de conception qui a été mise en place, donc c'est révélé progressivement et consiste un petit peu de manière empirique à récolter différentes notions que le projet va exprimer selon une sensibilité vis-à-vis de ce contexte, de manière à, en quelque sorte, évoquer le génie du lieu. Donc nous allons essayer de vous transmettre notre démarche ce soir en vous montrant un certain nombre de projets qui illustrent chacun des territoires dans lesquels nous intervenons. La première partie qu'on a voulu vous présenter, sont des projets qui se situent donc sur la côte ouest de la Corse, qui sont de nature diverse, qui sont d'échelles diverses et également qui sont actuellement à différentes phases en termes d'avancement. L'ouest, la côte ouest de la Corse, c'est une région qui est caractérisée essentiellement par son climat chaud et par sa minéralité ocre, qui est composée principalement de granit. Donc c'est un territoire sur lequel on a l'occasion d'intervenir et qui nous permet à chaque fois de réinterroger cette minéralité qu'évoquait Alicia en introduction. Alors c'est vrai que à travers ces projets, on aimerait aussi vous partager la manière dont on appréhende une phase qui est extrêmement importante pour nous dans le projet, c'est la phase du chantier, qu'on vit systématiquement comme un lieu d'expérimentation et qui nous permet à chaque fois d'aller plus loin dans l'histoire qu'on essaie de nouer avec chaque site. On va essayer aussi d'illustrer notre rapport à la matière quelle qu'elle soit. On va dire ce qui est important pour nous, comme l'a introduit Alicia, c'est pas de défendre tel ou tel matériau, mais plutôt, voilà, comme le disait Francis aussi en introduction, c'est vraiment l'utilisation du meilleur matériau, du bon matériau au bon endroit. Et en fin de compte, c'est ce qui est pour nous le meilleur exemple de ce qu'on appelle la pensée vernaculaire. Donc le premier projet présenté donc dans cette région, dans cette catégorie, il se situe donc au cœur de la ville d'Ajaccio. C'est le projet qu'évoquait Francis en introduction. Il s'agit donc d'une place et son marché que nous avons réalisé donc avec Bernard Desmoulins et Gilles Sansini et que nous avons donc livré en 2019. C'est un projet donc qui s'inscrit dans un site historiquement extrêmement stratégique pour la ville d'Ajaccio parce qu'il s'agissait du premier port de la ville, dont les quais ont été réalisés sous Napoléon Ier et ensuite sous Napoléon III, selon leurs directives. C'est une zone qui, petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution de la ville, a été comblée et finalement on a gagné sur la mer au fil des époques et c'est une zone qui a vu se succéder des usages et des destinations différentes et finalement cette évolution du trait de côte et de la ville a fait peu à peu disparaître les quais. Donc les quais qui se présentaient sous cette forme à l'époque et qui, en plus d'avoir disparu, ont fait un petit peu oublier aux gens le rapport qu'entretenait la ville avec l'eau et avec son littoral. Donc sur cette avancée de terre, plusieurs destinations, plusieurs usages succédés. Donc ça a été un parc, un square au milieu du XXe siècle. Mais on a aussi une activité de marché qui s'est pérennisée depuis le début donc de cette avancée. Évidemment, de par la position centrale au cœur de la ville, on va dire qu'il y a au sein de la culture ajaxienne, cette place a même été appelée place du marché et est connue des gens sous cette appellation, malgré le fait que le marché était déplacé à plusieurs endroits de la ville au fil des époques.
Donc le projet d'aménagement de la place et de création de la halle, c'était pas un projet qui était envisagé au départ, puisque initialement, donc aux alentours de 2015, il y avait un projet qui était bien engagé, donc de parking souterrain, et c'est au moment des travaux de terrassement que finalement les gens se sont rendus compte qu'il y avait des quais qui étaient présents, et c'est à ce moment-là, alors que paradoxalement ils n'avaient pas été masqués depuis si longtemps que ça, mais c'est à ce moment-là que finalement il y a eu un petit peu une levée de bouclier, et il y a eu finalement un vrai coup d'arrêt qui a été mis sur le projet de parking, pour le projet de parking, au regard de la redécouverte donc, de ce patrimoine. Et c'est voilà, cette situation qui a donné lieu à de nouvelles réflexions de la part de la municipalité. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler sur un concours donc, pour l'aménagement de ce lieu qui mettait en valeur ce patrimoine oublié. Donc les axes de travail ont été les suivants. Donc, bon, évidemment, comme d'habitude, on s'est basé sur une recherche de connaissances exhaustives du lieu. C'est vrai que cette manière d'appréhender chaque projet, elle nous a été quand même beaucoup inculquée, et on a été influencé par Alicia et par son bagage et ses études ici même. Donc cette recherche donc d'exhaustivité sur la connaissance d'un lieu, ça nous permet systématiquement d'avoir une accroche qu'on juge la plus légitime possible, et ça dès le début du projet. Donc le premier axe de travail, c'était donc évidemment raconter la temporalité de la construction des quais. Donc on s'est rendu compte par ce travail d'analyse qu'il y avait un quai Napoléon Bonaparte qui datait de 1809, qui longe la mairie, et qui, de par son ancienneté, sa mise en œuvre et sa technicité, présentait une valeur patrimoniale remarquable. Et enfin, ensuite, le quai Napoléon III, qui lui est parallèle donc, à l'ancienne façade maritime de la ville, et qui lui, on va dire, présente moins de qualité intrinsèque de mise en œuvre, etc., mais qui, pour nous, avait quand même une valeur de par sa préexistence et de par notamment cette histoire et ces souvenirs de rapports qu'entretenait la ville avec la mer. Et donc l'ensemble de ces faits, on a essayé de les traduire au sein du projet dans une volonté donc, de stratification historique, avec la mise en scène des quais préservés, donc que ce soit le quai Napoléon et le quai Napoléon III, pardon. Et c'est finalement ces quais donc, qui étaient oubliés, qui ont constitué le fondement de notre travail de conception de l'espace public. Ensuite, le deuxième axe, donc, ça a été ponctué les axes structurants, avec le positionnement de la nouvelle halle qui se positionne donc, comme une vraie rotule urbaine. La première direction perpendiculaire à la topographie vient retisser un lien depuis la ville jusqu'à la mer, et la seconde parallèle à la mer qui relie donc la place Foch au Palais Fèche, en passant par le futur musée Napoléon et le nouveau jardin de la mairie qui donc remet en scène les quais. La conception de la halle est directement inspirée des marchés méditerranéens. À ce moment-là, on a voulu, donc, en plus d'avoir une connaissance du lieu, on a voulu dézoomer sur un territoire un peu plus lointain, donc celui de la Méditerranée, et s'inspirer directement de tous ces marchés, et notamment du Rialto de Venise, qui a été vraiment une source d'inspiration dans ce qu'il évoque d'un point de vue urbain, mais aussi dans la matérialisation de sa structure porteuse et de ce qui génère en termes d'espace frais, ombragé et minéral. Donc la massivité poreuse de la structure permet donc de générer un espace frais, propice au courant d'air et qui contient les ambiances et les arômes du marché au sein d'un espace vraiment identifiable, au sein un petit peu d'une zone qui n'était pas vraiment définie en termes de limites perceptibles auparavant. Pour la réalisation de la structure de la halle, donc
comme on a pu l'évoquer, on a souhaité réinterpréter la minéralité locale, donc, ce qui est par rapport à ce qui a été dit initialement. Donc la Corse est aujourd'hui dépourvue de carrières de pierre taillée. Donc c'est de ce constat finalement qu'on essaye à chaque fois de se demander comment est-ce que dans ce lieu on peut aujourd'hui utiliser un matériau local de manière contemporaine selon une réflexion évidemment vernaculaire. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plus de carrières de pierre taillée, mais qu'il y avait énormément de carrières de granit, mais qui étaient commercialisées sous forme d'agrégat. Et donc c'est un agrégat qui est local, et donc nous avons choisi donc de le travailler sur la forme d'un béton straté, où chaque strate présente une quantité plus ou moins importante de cet agrégat, et c'est ce qui lui confère des teintes qui sont subtilement différentes et qui s'accordent avec les teintes des constructions locales et qui viennent raconter donc une nouvelle minéralité contemporaine qui on va dire, s'impose de manière assez légitime dans le paysage urbain local. Donc au sein de la place, on a vraiment souhaité que la halle, qui était un des éléments clés, évoque une entité vraiment familière aux Ajacciens et aux visiteurs en termes de morphologie, de teinte et aussi d'échelle, pour instaurer ce dialogue et une certaine évidence avec le paysage urbain alentour. Et enfin, on a voulu aussi, par l'intermédiaire d'un miroir d'eau, et par un jeu de reflets que permet donc ce miroir d'eau, eh bien, venir un petit peu redonner à voir aux gens la manière dont la ville entretenait un rapport avec l'eau par l'intermédiaire d'un jeu de reflets sur l'ensemble de son littoral. Le second projet est un projet également qui se situe également à Ajaccio. On a eu l'opportunité de travailler sur un autre sujet à proximité donc, du premier site de projet. Il s'agit d'un antiquarium. Donc c'est un site qui est conçu pour abriter des fouilles archéologiques. C'est des fouilles qui ont été redécouvertes lors de la construction de l'immeuble qu'on voit sur l'image dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Finalement, l'ensemble de ces projets qu'on va vous présenter, voilà, ils ont pour but vraiment on n'avait pas envie de vous présenter un catalogue de projets évidemment sans ligne directrice, sans thème commun. Et évidemment, le titre Pensée vernaculaire est une ligne qu'on va pouvoir ressentir dans chacun des projets. Mais au-delà de ça, on a voulu vraiment témoigner de notre manière d'appréhender chaque site pour ce qu'il est, pour l'ensemble des strates qui le composent, pour ses caractéristiques, qu'elles soient paysagères, qu'elles soient culturelles, historiques, patrimoniales, etc. Et finalement, chaque site, c'est ce qui est pour nous vraiment la vraie pensée vernaculaire. Chaque site, c'est l'occasion de repenser le projet dans son environnement. Donc il s'agit de protéger donc, des vestiges d'une cathédrale paléochrétienne et de son baptistère. Ce sont des découvertes qui ont été majeures dans l'histoire de la Méditerranée, avec notamment un baptistère cruciforme unique qui mérite voilà, d'être mis en valeur. Et encore une fois, ce qui nous a étonné, c'est que finalement les gens avaient complètement oublié la présence de ce patrimoine extrêmement important sous leurs pieds. Et au sein de ce site, lorsque les fouilles ont été mises à jour, ce qui nous a frappé, c'est vraiment ces teintes qui sont très caractéristiques, avec ce camailleux d'ocre et de roux, avec cette terre cuite qui a été utilisée donc, pour certains petits édifices, et cette roche qui présente également des couleurs caractéristiques. Donc la commande, c'était de créer un lieu fermé, une sorte de petit musée donc, pour protéger et mettre en valeur les fouilles. Et nous, ce qu'on trouvait dommage, c'était bien de rendre élitiste, on va dire, la possibilité de visite de ces fouilles,
et ce qu'on a souhaité par l'intermédiaire d'un musée. Donc ce qu'on a souhaité, plutôt que de créer un espace fermé, c'est effectivement de proposer un espace public ouvert sur le quartier pour redonner, on va dire, à voir au quartier une partie de son histoire et de ses vestiges. Et en même temps de recentrer l'attention et on va dire le cheminement piéton sur ce qui est le plus important d'un point de vue patrimonial, c'est donc ce baptistère cruciforme. D'un point de vue architectural, l'un des objectifs donc de ce projet, c'était d'exprimer à travers une certaine élémentarité architecturale le lien entre la terre et le patrimoine qu'elle recouvre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc cette terre qui a été retirée des fouilles et prélevée à ce moment-là pour coffrer la surface d'une dalle en béton. On va dire que cette mise en œuvre elle nous a permis de marquer visuellement le soulèvement de la terre et donc la mise à jour des vestiges archéologiques. Donc cette réponse qui se veut vraiment élémentaire, on a voulu également qu'elle se distingue par sa simplicité, sa modestie au regard des fouilles qu'elle protège et de leur valeur patrimoniale. Donc la matière obtenue donc, grâce au coffrage qui recouvrait les fouilles, on a vraiment cette sensation voilà, de terre soulevée. On a même des fois l'impression que ça va nous tomber sur la tête parce qu'on se demande un petit peu quelle est la résistance de cet ouvrage, mais c'est vraiment cet effet-là qu'on a voulu donner à travers ce matériau. Voilà donc l'espace public qui donne sur les fouilles. Donc un autre projet donc, qui est un petit peu dans la même lignée en termes de travail sur la matière, en tout cas qui se base sur le même on va dire, axe réflexif. C'est un projet d'hôtel qui se trouve donc plus au nord d'Ajaccio, donc dans le village de Cargèse. D'ailleurs, il y a la maîtrise d'ouvrage qui est présente ce soir et je l'en remercie. C'est un projet donc, qui témoigne, on va dire, d'un nouveau rapport à la topographie et à la matière qui est disponible sous nos pieds et à la manière dont on en use. Donc Cargèse, c'est un village qui est extrêmement particulier au sein de la Corse et même de la Méditerranée, qui se caractérise donc par son histoire. C'est un village qui est accroché à la pente et qui a été créé pour abriter une colonie grecque qui est venue s'installer ici et qui présente un urbanisme qui a été donc pensé comme un urbanisme de rue, donc selon un plan très orthogonal, vu que c'était un village qui a été créé de toutes pièces à une époque, contrairement aux autres villages qui présentent un urbanisme plutôt concentrique. Donc cette donnée urbaine, historique, elle confère au lieu des perspectives et des caractéristiques qui sont uniques au sein de ce territoire, qu'est la Corse, mais aussi de la Méditerranée. Et la donnée importante aussi, c'est qu'il s'agit d'un site inscrit et qui présente pour spécificité de posséder deux églises qui se font face, qu'on peut voir sur l'image, donc l'église grecque et l'église latine, qui sont vraiment le témoin de la cohabitation des deux cultures, donc corse et grecque, au sein de ce territoire et au fil de l'histoire. Donc c'est un site qui, comme je disais, qui a des caractéristiques uniques, avec d'un côté des constructions vernaculaires qui sont accrochées à la pente, qui nous racontent une première histoire et qui rentrent en résonance avec les maisons corses plus cossues, plus imposantes en termes d'échelle et qui sont présentes aux abords de la voie. C'est ainsi qu'on a voulu vraiment raconter l'histoire du village à travers le projet, à travers notamment les typologies, les matériaux et les ambiances. Donc dans ce site inscrit et vallonné, le parti pris a été de s'enterrer au maximum pour avoir, on va dire, un rapport au paysage le plus subtil possible. Donc cette donnée d'entrée dans le projet, ce parti pris, évidemment, a engendré des déblais importants, ce qui nous a donné l'idée et l'envie d'utiliser ce matériau extrait comme matière première pour réaliser le projet. C'est une manière, encore une fois, de réinterroger ces savoir-faire hyper locaux qui, de tout temps, ont utilisé ce qu'ils avaient sous leurs pieds pour bâtir.
Donc la ressource qui a été extraite lors des terrassements, donc les sables et les graviers ont été stockés sur le site de projet. Ils ont fait l'objet d'opérations de criblage, de concassage et de malaxage avant d'être gâchés sur site avec une centrale à béton de chantier qui a été dédiée spécifiquement à la fabrication de ces bétons. C'est une manière d'utiliser la ressource évidemment qu'on a sous nos pieds, mais de aussi réinterroger les circuits classiques de la construction qui sont la sollicitation des centrales à béton, etc. Donc qui multiplient les transports de matériaux sur les routes. Donc on a essayé vraiment avec le matériau qu'on avait sous nos pieds de réaliser une matière première plus que locale. Donc l'enjeu constructif majeur du projet, ça a été de travailler avec ces matériaux évidemment à disposition selon deux techniques qui racontent chacune un rapport au lieu. Donc la première technique qu'on voit sur la gauche, c'est la confection d'un béton de site dit fluide qui a été évidemment utilisé avec l'ensemble des agrégats du site et au sein duquel on a intégré de la terre cuite qui est issue des morceaux de tuiles récupérés lors de la déconstruction de toiture et concassés en écho aux techniques de construction traditionnelles où on intégrait des coins en terre cuite qui venaient de ruines pour caler en fait des pierres, les pierres entre elles pour ne pas qu'elles bougent. Et la seconde technique qui est utilisée, donc encore une fois avec les matériaux de site, c'est la confection de béton donc sec avec un petit peu de ciment mais non armé. Qui est mis en œuvre par strate horizontale et dont le serrage est assuré manuellement par un fouloir pneumatique. Alors c'est une technique qui est ancestrale mais qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui par beaucoup d'architectes mais qui est encore méconnue on va dire, du grand public et des maîtrises d'ouvrage. C'est une technique donc, qui, outre ses caractéristiques et ses qualités architecturales, permet vraiment d'utiliser beaucoup moins d'eau et beaucoup de ciment qu'un béton traditionnel. Donc pour la réalisation de ces bétons et de ces procédés constructifs, évidemment, il faut procéder à un nombre important d'échantillons, présenter des formules et des compositions différentes à des laboratoires, etc. Donc c'est un travail, encore une fois, qui est un petit peu empirique et qui témoigne aussi de notre attachement vraiment à toutes ces phases de chantier, d'essais, d'échantillons qui font partie à part entière du travail de l'agence. Voilà donc des photos donc, de cet hôtel donc, qui est en construction, qui sera livré au printemps et qui voilà, vient trouver sa place dans un paysage traditionnel malgré une écriture extrêmement contemporaine. Donc le dernier projet de cette région, donc, qui est également dans la lignée du précédent, qui est un petit peu plus ancien et qui est aujourd'hui livré depuis plusieurs années, donc c'est un projet d'espace de bien-être, un équipement d'espace de bien-être qui se situe dans le village d'Olmet, qui est un village médiéval qui surplombe le golfe du Valinque, dans le sud de la Corse. Donc cette fois-ci au sud d'Ajaccio. C'est un territoire qui est marqué par un paysage naturel et architectural, encore une fois avec cette présence du granit, ocre, mais qui aussi témoigne d'une certaine austérité. Donc autrefois, cette mise en œuvre évidente de ce matériau qu'est la pierre, c'était monnaie courante, mais aujourd'hui, eh bien, on a vraiment systématiquement besoin de rechercher les manières d'utiliser notre matière minérale locale. Et ça nous a poussé encore une fois à réfléchir et à faire une analyse des données et des matériaux et des savoir-faire qui étaient disponibles aux alentours du site de projet. Donc c'est un site qui était très riche en éléments naturels remarquables, donc des arbres centenaires magnifiques qu'on a évidemment conservés, une vue imprenable sur la mer, et puis ce sol qu'on a vu composé de tuf, donc cette roche granitique qui est désagrégée. Et encore une fois, c'est avec cette matière qu'on a identifiée et avec ces caractéristiques notamment chromatiques, ocre, qu'on a souhaité travailler pour mettre en place la technique de construction de notre projet.
En termes d'implantation, donc c'est un site qui était très vaste, pardon, et on a pensé qu'il était important pour le projet de générer une vraie intériorité par l'intermédiaire de limites à la fois extrêmement perceptibles, mais également très poreuses. Donc la réalisation de ce bâtiment qui regroupait des équipements de bien-être, elle nous a obligés encore une fois à réaliser des excavations assez importantes, et c'est de ces excavations que nous avons extrait cette matière première au projet qui est issue de l'ensemble de ces déblais qui ont été générés donc, par la réalisation des sous-sols nécessaires au programme. Donc c'est un bâtiment qui est composé de blocs qui s'insèrent dans le site et qui instaure un dialogue avec le paysage à travers d'une multitude de creusements. Et on a souhaité aussi, par l'intermédiaire de ces blocs, proposer des espaces quasi troglodytes, mais qui entretiennent en même temps une forte interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ce choix technique a été guidé donc, par le matériau, extrait évidemment. On a souhaité aussi mettre en place un matériau donc, qui propose une certaine pérennité. Donc c'est des techniques qui sont inspirées du pisé, mais qu'on a adaptées à nos climats méditerranéens, qui sont quand même assez humides, donc à l'intérieur desquels on intègre quand même un petit peu de ciment pour faire face à tous ces aléas et ces données climatiques. Donc l'aspect technique de ce béton qui travaille donc, en compression pour les voiles, vu qu'on avait des portées assez importantes en termes de franchissement, on a souhaité proposer un autre type de béton qui travaille lui en flexion, donc un béton classique qui vient en couronnement de ce béton de site qui est straté et qui, on va dire, vient apporter une pérennité complémentaire à l'ouvrage, mais surtout raconter cette histoire, encore une fois, du matériau au bon endroit, donc un matériau qui travaille en compression pour les voiles et un matériau qui travaille en flexion pour les franchissements importants. Donc le bâtiment est surmonté donc, de ce couronnement qui a donc cette fonction, on va dire, structurelle et technique, mais qui aussi renforce cet effet d'enclave, on va dire, et de protection, tout encadrant la vue sur la mer depuis l'intérieur des espaces. Pour cette casquette, donc, nous avons travaillé donc, sur des détails qui, encore une fois, rentrent en résonance avec le paysage. Par exemple, ces descentes d'eau pluviale qui sont en acier cortène et qui viennent un petit peu se fondre avec la végétation environnante et qui, on va dire, accentue ce caractère immatériel de cette casquette et qui vient se décoller du sol et qui vient flotter et cadrer les vues. Donc toute la partie technique a été enfouie donc pour favoriser l'élémentarité de ce qu'on donne à voir et de la construction. Et encore une fois, c'est cette donnée qui nous a permis d'extraire suffisamment de terre pour la réalisation de ce projet. Les menuiseries et les métalleries ont également fait l'objet d'un soin particulier. On a choisi de travailler avec des artisans locaux donc pour créer des menuiseries en laiton qui s'inscrivent dans une continuité évidemment colorimétrique avec la teinte ocre du béton compacté, mais aussi qui viennent se patiner avec le temps et qui constituent un matériau qui va continuer de vivre, tout comme les murs, avec le bâtiment. Et chaque pièce a été dessinée sur mesure et réalisée donc, de manière artisanale. Et encore une fois, on avait cette volonté de laisser transparaître la main de l'artisan dans notre réalisation. Donc la matière des murs du projet entretient vraiment ce rapport très fort avec le matériau de site et on a choisi ponctuellement de laisser avoir ce matériau brut dans certaines séquences du projet. Donc c'est un bâtiment voilà, qui a été imaginé vraiment dans l'affirmation d'une certaine horizontalité pour vraiment souligner l'ensemble des caractéristiques paysagères du site. Voilà, donc pour la partie côte ouest, on a voulu vous témoigner d'un rapport à la minéralité, d'un rapport au littoral aussi. Maintenant, on va voir des projets qui se situent dans un site plus montagneux,
En effet, on va quitter le littoral et se diriger vers donc les montagnes pour rejoindre donc 2 villages. Donc tout d'abord le village de Kristinac. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la Corse est un territoire minéral, bien que certains des villages soient situés dans des zones montagneuses avec des ressources très importantes et très riches. Donc tout d'abord, la commande de la maîtrise d'ouvrage, c'était la construction de 3 logements, donc en lieu et place d'un bâtiment en ruine qui a été non achevé. Donc la mairie souhaitait par cette opération installer des nouvelles familles au cœur du village pour redynamiser vraiment ces zones un petit peu reculées. Donc le village de Kristinac, c'est vraiment un tout petit village de 35 habitants. Qui est vraiment caractéristique toujours de cette architecture granitique, accroché à flanc de collines. Donc il est situé quand même en altitude à 800 mètres. Et c'est vraiment un des villages typiques corses avec cette tradition minérale assez ancrée. Sa caractéristique, c'est qu'il est implanté en limite de la forêt d'Aiton. Donc c'est une des plus grandes forêts de Corse. Et du coup, l'histoire et les habitants du village sont vraiment liés à cet univers forestier, avec notamment l'exploitation de la châtaigne pour se nourrir, mais également du pin lariche en bois d'œuvre. Donc, quelques photos du village pour comprendre vraiment cette minéralité qui est très présente. Donc, en faisant nos différentes études, on s'est aperçu que finalement, cette forêt était vraiment à 2 pas du site. Et le pin lariche, on le sait, c'est vraiment un bois qui est reconnu depuis très longtemps, depuis la Grèce antique, pour sa résistance et sa rectitude. Donc, il était notamment utilisé couramment pour réaliser des mâts de bateaux, dans l'ensemble de la Méditerranée. C'est ce travail de recherche évoqué précédemment qui nous a permis de nous rendre compte que finalement, malgré que l'exploitation de la forêt en Corse était en quelque sorte un lointain souvenir, et bien que ces constructions minérales dominaient le site, il y avait quand même quelque chose à faire avec ce bois qui aujourd'hui n'est plus exploité, mais qui est quand même une ressource sous notre pied. Donc la volonté de la commune, c'était vraiment de travailler avec ce bois. Donc ils ont rejoint notre diagnostic et de là, on a souhaité mettre en place un bâtiment vraiment dans un circuit court mais également passif. Donc tout d'abord, l'idée c'était quand même d'identifier l'ensemble des possibilités qu'on avait à proximité du site. Pour savoir quel savoir-faire nous avions et connaître en quelque sorte l'écosystème local pour mettre en place ce projet. Donc nous avons une scierie qui était située à environ 30 km du site du projet. Voilà, donc la forêt qui était ici, la scierie, mais également des charpentiers, les charpentiers de la Corse à environ 60 km du projet. Donc c'était vraiment pour nous l'opportunité de pouvoir travailler ce bois. Donc les différentes problématiques qui font que le bois et la filière aujourd'hui en Corse n'est pas exploitée, c'est que le pin lariche n'a pas de certification. Donc déjà, il était très difficile pour nous de le travailler en marché public. Et d'obliger en fait à mettre en place aux entreprises du pin lariche, parce que voilà, on pouvait mettre en place un pin lariche ou équivalent et on ne voulait pas forcément aller sur l'équivalence. Donc on a dû travailler vraiment sur des coupes de bois qui ont été faites à part pour en quelque sorte contourner, on va dire, le code des marchés publics qui nous contraignait. Ensuite, l'autre complexité, c'est l'absence de séchoir artificielle en Corse. Donc il a fallu encore une fois s'inspirer des anciens pour mettre en place des techniques empiriques pour pouvoir sécher le bois. Donc 1 an avant le début du chantier global, la coupe du bois a été réalisée. Donc il a fallu quand même mobiliser la filière pour que le bois soit marqué et tracé tout au long de sa construction.
Donc, comme on peut le voir notamment sur cette photo, la particularité vraiment du pain Laricho, c'est d'avoir une fibre très serrée qui donne vraiment sa forte résistance. Donc, de manière encore ancestrale, le bois, il a été coupé donc, à la période la plus froide de l'hiver, où la sève est au plus bas, mais également en lune descendante pour avoir un bois au plus sec au moment de sa coupe. Donc, en parallèle que le projet avançait donc, dans sa phase d'exécution, on avait vraiment tout le processus du bois qui était mis en œuvre. Donc, il a été tout d'abord récupéré donc, par le scieur. Ensuite, nous l'avons débardé, puis scié. Et donc, le bois a été remis au charpentier pour être stocké et là, séché naturellement. Donc là, il fallait quand même faire preuve de patience. Parce que ce séchage naturel, du coup, a été mis en place en plusieurs mois. Et donc, il a été vraiment implanté dans un hangar ventilé afin d'obtenir vraiment un séchage qui se faisait par une ventilation et atteindre le bon degré d'humidité pour le mettre en œuvre. Donc, le projet donc, de ces 3 logements... la première question qui nous est venue vraiment à l'esprit, c'était vraiment comment commencer à intégrer du bois dans cet héritage minéral qu'on avait dans nos villages en Corse. Et l'idée, c'était encore de tirer parti vraiment des expériences vernaculaires. Donc, tout d'abord, utiliser un socle minéral pour décoller le projet du sol, utiliser le bois de manière verticale pour laisser couler l'eau sans la retenir et justement permettre un bon vieillissement. Et ensuite, travailler un petit peu le bois, comme on travaillait la pierre, c'est-à-dire laisser paraître la structure et travailler dans de l'épaisseur pour retrouver une certaine massivité qui ferait écho à la pierre. Donc ensuite, cette typologie verticale, donc accolée à l'existant, suit également donc, le mode d'urbanisation des villages. Nous avons souhaité également que ces 3 logements aient une manière d'habiter comme on le vit, on va dire, au village, c'est-à-dire que chaque logement accède par chez lui depuis directement l'espace public. Donc là, au rez-de-chaussée, on peut voir qu'on a vraiment l'accès à un appartement. Il a été important pour nous aussi de créer les liaisons dans l'espace public. Donc cet escalier donc, est ouvert et permet d'accéder de la rue haute à la rue basse. Donc voici donc, le socle avec l'ouverture du premier appartement sur la rue. La conception des fenêtres, donc elles sont également creusées dans l'épaisseur du bardage, de la même manière que le faisait la pierre, et on a souhaité quand même rester sur une certaine verticalité. Au rez-de-chaussée, on a donc également l'accès aux 2 autres logements, donc qui donnent directement sur l'espace public. Voilà donc le dernier niveau. Le travail sur les percements donc, a été multiple. Donc déjà, on avait quand même ce site magnifique, cette vue sur la vallée, qu'on a souhaité vraiment mettre en avant et ouvrir le projet sur son paysage pour, encore une fois, tenter d'effacer la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Mais également dans une volonté de conception vraiment... comme on le faisait à l'époque, on a travaillé sur une finesse de bâtiment et donc des logements traversants, qui nous ont permis notamment d'atteindre donc le label passif, à savoir que donc le bâtiment aujourd'hui n'a ni de chauffage donc ni de système de rafraîchissement, bien que nous soyons sur un village quand même en altitude à 800 mètres. On a réussi quand même à relever ce défi avec tous ces procédés de construction. Donc l'utilisation du bois local nous a permis quand même de nous affranchir de tous les procédés de construction industrialisés et
nous avons également pris le parti de réaliser donc des menuiseries artisanales en Palaricho, où la difficulté a été finalement de retrouver la labellisation passif sur des menuiseries non industrialisées. Donc c'était un petit peu une première lorsqu'on a sollicité l'organisme de labellisation, parce qu'il nous demandait tout simplement une fiche technique. Et on sait très bien que quand on fait de l'artisanal, c'est pas forcément le cas. Donc on a fait un certain nombre d'échanges où on a travaillé sur des profilés spécifiques pour justement retomber sur cette labellisation passive, bien qu'on soit complètement artisanal. Voilà, donc de manière générale, le projet s'implante dans ce village. Aujourd'hui, il est vraiment familiarisé donc par les habitants. Donc on en est très content. On pense que c'est vraiment au-delà de l'architecture à proprement parler, c'est vraiment ce processus de projet qui a un petit peu touché les habitants et qui a permis au projet de s'ancrer dans son site. Voilà, donc aujourd'hui on s'aperçoit que ça fait quand même quelques années qu'il est utilisé, donc il fonctionne très très bien. Et vraiment l'utilisation de ces ressources locales a quand même été, je dirais, une réussite. Et en quelque sorte, on a souhaité le continuer, donc non loin d'ici, donc dans un village qui est donc à 2 pas, le village de Evisa, qui donc était un village différent. Donc finalement par donc la présence également d'une forêt d'essence mixte, pin-la-riche et châtaignier. Donc dans ce projet, on a voulu travailler donc ces 2 essences pour ce qu'elles savaient faire. Donc on a souhaité en quelque sorte parler de ces châtaigniers qui ont vraiment ces formes caractéristiques, où le projet se dessine en quelque sorte comme un tronc habité. Donc il s'agit d'un préau, d'une cour d'école. Donc pour nous, je dirais, l'architecture, elle n'a pas forcément d'échelle. On aime travailler de la plus petite à la plus grande échelle. Donc ce projet vient s'implanter en fond de cour et s'adapte vraiment, sa forme est liée au mur mitoyen tout simplement. Donc cette structure primaire, non exposée à la pluie, a été mise en œuvre en pin-la-riche et l'ensemble de l'habillage a été réalisé donc en châtaignier, donc qui est un bois imputrescible, hein, qu'on retrouve beaucoup en Corse, notamment avec des charpentes centenaires qui sont encore en place. Donc ces caractéristiques sont assez incroyables. Et ensuite, on a mis en œuvre une poutre. Donc la poutre principale a été réalisée donc en lamellé-collé artisanal, toujours de production locale en pin-la-riche. Voilà, donc on a travaillé sur différents détails de mise en œuvre pour masquer l'ensemble des éléments techniques, à savoir chéneaux, voilà, qu'on peut lire de l'extérieur. Donc quand on voit le bâtiment, on a plusieurs sentiments. Avec un petit peu de recul, on sent comme une sorte d'élément en bois monolithique et qui vient abriter. Et dès qu'on s'approche, au fur et à mesure, on comprend son principe constructif au profit de cette structure qui est visible à l'intérieur. Donc, en fait, les projets qui ont été présentés, ils commencent à nous donner une sorte de définition de ce que pourrait être la pensée vernaculaire. En réalité, c'est avant tout un processus de projet qui développe des caractéristiques propres dans des régions spécifiques et qui tire parti des différentes strates qui composent le contexte. Ces couches, comme cela a été dit par Michel, elles peuvent être très variées, environnementales, culturelles, économiques, sociales, parfois même paysagères et symboliques.
Elles consistent à un ensemble complexe, mais elles nous permettent en fait d'avoir plein de points d'entrée dans le projet. Cette pensée vernaculaire, elle nous passionne parce qu'elle remet l'homme au centre comme partie vraiment intégrante de son milieu. Et notamment dans l'acte de base de l'architecture qui constitue un petit peu à tenter de comprendre la vocation du lieu. Donc c'est un petit projet qui l'illustre de manière un peu différente. En 2017, on a conçu des passerelles, des petits ouvrages de franchissement pour un sentier qui s'appelle le Mar-à-Mar. Et à l'origine, la commande était purement fonctionnelle, un peu à l'image d'une nécessité vernaculaire, justement. Notre travail, donc, a consisté tout d'abord à comprendre les contraintes physiques du site et ultra spécifiques d'accès de chantier, de sensibilité du milieu environnemental, la moindre plante, arbre, il fallait y faire attention. Ces petits ruisseaux qu'il fallait franchir ont la particularité en période pluvieuse de doubler presque de volume en période de crue. Et il fallait donc trouver un matériau résistant, capable d'offrir de la transparence hydraulique et aussi de répondre aux nécessités de chantier sec et de mise en œuvre rapide. On a donc décliné un processus basé sur des fers à béton, en fait, des fers à béton très simples, utilisés de différentes manières, ajourés, pour cette histoire de transparence hydraulique notamment. Et ce mode constructif a été adapté selon les différentes situations que rencontraient les ouvrages de franchissement. Selon la nature du danger, la distance à franchir. L'utilisation de ce matériau très simple, peu onéreux, déjà répondait à la nécessité économique, parce que le maître d'ouvrage avait très peu d'argent pour ces ouvrages-là, et il s'attendait à la mise en œuvre de produits du commerce. Donc l'utilisation de ce matériau permettait de répondre à ces contraintes économiques, mais aussi le fait d'utiliser un fer plein permet d'en assumer le vieillissement et de ne pas être confronté, comme on peut le voir dans beaucoup d'ouvrages de serrurerie, à des matériaux creux qui subissent l'effet du temps de manière beaucoup moins bonne, je dirais. Et cette oxydation, elle a aussi des vertus en matière de paysage, puisqu'elle génère les passerelles vivent avec leur temps. Elles ont presque un petit peu rattrapé leur temps dans ces forêts de vieux chênes, et leur teinte se marie assez bien avec les troncs d'arbres et les tapis de feuilles. En définitive, ces petits ouvrages, c'est une réponse très simple, axée sur une nécessité constructive de premier plan, c'est-à-dire l'usage de franchir, mais le processus qui nous a mené à les mettre en œuvre illustre une forme d'harmonie entre le paysage et ces ouvrages qui leur donnent une légitimité. Cet exemple est encore une autre illustration de ce que peut incarner pour nous la pensée vernaculaire. Dans cette maison individuelle récemment livrée, l'ouvrage s'implante dans une forêt de chênes-lièges et d'arbousiers. Le souhait du client était de la communion vraiment avec la nature, le respect de la végétation existante. Le maître d'ouvrage a utilisé les mots je veux quitter la ville pour vivre dans la nature. Et en fait, on a presque pris ces mots au pied de la lettre, et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça peut être de faire une maison vraiment à l'intérieur de la nature?
Donc les 2 points prédominants du site, c'était cette petite végétation d'arbres et d'arbustes et la topographie. Ces 2 composantes qui ont en fait dicté la logique d'implantation sur le plateau haut, puisque la zone basse est un petit peu inondable, je dirais, et les masses végétales qui étaient déjà présentes devaient dicter, selon nous, la forme du plan. Et on voit ainsi du coup ces façades du projet en forme un petit peu de polygones qui sont des directions uniquement dictées pour éviter les bosquets d'arbres présents dans le sous-bois. Le plan du projet, en fait, on voulait instaurer une cohésion totale entre les espaces intérieurs et le lieu, comme l'avait demandé le client, vivre dans la nature. Pour cela, on a orienté notre réflexion sur l'un des questionnements principaux de l'architecture, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Les modalités de fermeture des espaces intérieurs et les propriétés spatiales que ces derniers devaient entretenir les uns avec les autres, mais également avec le contexte. De fait, la maison est pensée comme des masses qui laissent entrevoir des transparences sur l'extérieur. L'ensemble des masses gravitent autour d'un patio de forme ovoïde qui, lui, rappelle la présence de la nature. Ces masses qui organisent l'espace sont chapeautées par un grand plan horizontal quasi parallèle au terrain naturel qui, en fait, génère une sensation de quasi illimitée des espaces internes, de prolongement des espaces internes vers l'extérieur. Le béton, pour autant, ne cherche pas à s'imposer à la végétation. Il prend des teintes et de par le coffrage utilisé également, on cherche à rappeler la présence de la nature et du bois. Donc on a un coffrage très serré à la planchette qui exprime les nœuds du bois. Et on voit là à gauche un tronc de chêne-liège qui a tendance à prendre ces teintes assez sombres. Donc on cherchait à masquer un petit peu la construction en même temps. Et le patio central est un élément prépondérant dans cette maison, dans cette conception. C'est un élément qui fait un petit peu le lien entre la nature et l'architecture, parce qu'on se rend compte que lorsqu'il n'y a pas de plafond dans un espace, mais qu'il y a des murs, c'est le ciel qui a tendance à endosser la notion de limite supérieure. Ainsi, cette sensation d'être à la fois dedans et dehors rend la limite encore un peu plus mince, et il incarne un petit peu tous les espaces de la maison donnent sur ce patio, et il incarne un petit peu la rencontre des forces de la nature et de celles de l'architecture. Ça, c'est le croquis qu'on avait fait au client en phase esquisse. Alors finalement, il a voulu garder vraiment tous les arbres à l'intérieur du patio, donc on voit presque plus la montagne qui est aussi très belle derrière. Mais on ne va pas s'en plaindre parce que bon, un client qui nous demande de ne pas couper les arbres sur le terrain, c'est rare et on en est content. Du coup, cette construction, ce projet, il illustre un petit peu une autre facette de la notion vernaculaire, et notamment l'importance donnée aux détails et même les micro-détails, ces petits rochers qu'on a invités là dans le patio et ces arbres qu'on a pu maintenir, ils permettent d'avoir ce lien, d'entretenir ce bon rapport avec le lieu, tant sur le plan physique que dans l'atmosphère et le ressenti. Et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, finalement, de manière informelle dans les constructions vernaculaires également. Donc là, c'est l'une des façades, la terrasse couverte. Les espaces intérieurs, eux, sont un peu le prolongement des espaces extérieurs. On a maintenu cette matière, ce béton donc avec les traces de planchettes assez serrées, et simplement le mobilier, les boiseries sont un petit peu différents.
en bois plus clair, comme si on était venu couper un arbre. Le béton gris incarne l'écorce et les aménagements intérieurs plutôt le cœur du tronc. Donc là voilà, c'est une des fenêtres du salon qui cadre sur un chêne et sur la vue, chapeauté par le couronnement. Pour la suite, je vais évoquer deux projets d'une région la plus au sud de la Corse, et qui ont la particularité d'être calcaires, comme le disait Alicia, et donc qui illustrent des modes constructifs complètement différents. Le petit projet, c'est de l'hôtel Akeda, c'est une extension de 7 chambres en fait, dans la campagne bonifacienne. Ce territoire, comme on disait, donc, est assez particulier par ses strates calcaires, et la tradition constructive est endémique et particulière. On a tenté de la décrypter pour l'explorer dans un projet. Elle nous a mené vers des petites constructions que faisaient les bergers dans la campagne bonifacienne, en utilisant la pierre de ramassage telle qu'elle. Ça leur permettait de dépierrer les champs pour la cultiver, et également de créer des abris. Donc on sent toujours cette notion et cette connexion entre l'usage, le besoin sur le site, la nature, l'agriculture, l'architecture. Et ça nous a permis, en étudiant ces constructions, de comprendre que ces pierres, d'une, étaient disponibles en grande quantité dans le sol. Ça permettait de répondre à la problématique de carrières inexistantes de calcaire, puisqu'elles avaient déjà toutes fermées à l'époque, et de comprendre aussi que leur mode constructif est particulièrement adapté à la courbe, parce qu'elles s'auto-tiennent de cette manière, et elles étaient toujours utilisées de manière courbée, et elles rythmaient le paysage de la campagne bonifacienne. Du coup, notre réflexion s'est intéressée à ce sujet-là, et ça, c'est le plan de masse des 7 chambres. Alors, on a travaillé ces arrondis de pierre de manière concave et non convexe, parce que la nécessité du projet, le programme, cherchait à établir cette chambre avec un espace extérieur totalement coupé des autres et donc intime. De fait, la géométrie nous a aidé à produire tout d'abord un patio de desserte intérieur qui reprenait un petit peu l'essence de ces constructions, et qui utilisait ces pierres disponibles naturellement sur le site en ramassage. Dans les 60 premiers centimètres du sol, en fait, on n'a que cette construction, que ces pierres-là. L'utilisation de la pierre dans un mur épais aussi avait des vertus très intéressantes pour les questions thermiques et l'épaisseur des lieux, conserver la fraîcheur. On tire parti donc de cette forme organique pour générer des espaces individuels qui ont des relations propres aux espaces extérieurs. Ensuite, un travail en plan nous permet de nous adapter aux géométries, notamment, et d'utiliser pour le mieux ces arrondis où le cœur devient l'espace de chambre. À droite, vous voyez une photo d'une construction vernaculaire. C'est l'apprentissage de ces études nous montre aussi la relation avec la nature, qui peut être vraiment une matière à projet, et en l'occurrence la façon dont on venait envelopper des arbres fruitiers pour les protéger du vent. Ça nous a alerté aussi sur l'importance de protéger les personnes qui se rendaient dans les chambres du vent au travers de ce cœur, de ce patio. Par la suite, quelques détails sont
également retravaillé, notamment l'incapacité à cette pierre calcaire à franchir de grandes portées. Du coup, l'apport de béton de manière assez minimale, en l'occurrence là, reprennent les courbes du projet et permettent de franchir les cadrages en linteau. Bon, les détails pour les portes d'entrée où on a trouvé des petits bancs à l'entrée de chaque chambre. Ça, c'est plus pour la relation de l'atmosphère du patio. L'épaisseur aussi des murs que ça a permis de générer qui ombrage en grande partie les ouvertures, et l'ombre naturelle avec les feuilles caduques à l'intérieur du patio. Dans un même territoire, on a souhaité aussi vous montrer un des derniers projets pour illustrer l'adaptation de cette pensée vernaculaire dans un site identique à des contraintes et à une histoire finalement différente. On nous a contactés pour réaliser un petit pavillon d'accueil d'une exposition d'art contemporain au cœur de la citadelle. Donc le territoire de Bonifacio abritait, comme on l'a dit autrefois, plusieurs carrières de pierre, mais elles ont toutes fermé. L'idée nous est donc venue d'aller visiter une de ces vieilles carrières. Et pour chance pour nous, il restait 49 blocs qui avaient été laissés pour compte lorsqu'ils ont terminé. On a mesuré ces blocs, on les a classés en fonction des dimensions qu'ils pouvaient avoir, de leur épaisseur. Et on s'est dit, on va partir de cette ressource disponible pour en faire quelque chose. Alors à l'époque, l'un des artisans du projet est d'ailleurs dans la salle. Malheureusement, il ne travaille plus avec nous. Mais il reconnaîtra tout le travail. On a organisé donc le pavillon sous quatre piles que vous voyez dans ce plan, qui ont été conçues sur la base des blocs qui étaient encore disponibles et qui permettaient aussi d'orienter l'accès à l'exposition en encadrant le paysage. La relation qu'entretiennent les lignes du paysage, les lignes de l'architecture vernaculaire, les lignes très franches, les lignes verticales et la façon dont ils organisent l'espace nous a intéressés, notamment dans leur contraste avec les strates calcaires horizontales, qui sont ces lignes beaucoup plus tremblotantes, je dirais, qui fondent le paysage Bonifacio. Cette relation nous a inspirés pour penser le pavillon, où donc les colonnes ont été essayées en maquette, en reproduisant les blocs de pierre, et on a souhaité réfléchir à la relation entre l'horizontale et la verticale, qu'on a un petit peu modifié dans ce projet. Les matériaux sont très simples, et se le devait de l'être. C'est une lame de métal et les piles calcaires. La décomposition du calcaire nous permettait ensuite de traiter le sol. L'objectif, c'est de réaliser également un ouvrage entièrement démontable, puisque c'est un pavillon d'entrée. C'est pour ça que, pour une biennale, c'est pour ça qu'on a utilisé finalement des techniques très anciennes, en taillant les blocs au maximum pour avoir une surface de contact parfaite entre les blocs, de sorte à ce qu'ils puissent se tenir entre eux. Et la tôle, en définitive, vient contreventer l'ensemble, puisqu'elle est ancrée dans les deux dernières pierres. Les deux ouvrages cohabitent, en fait. La lame de métal contemporaine vient contreventer les colonnes, et en contrepartie, les pierres, par leur masse, permettent à la tôle de résister, et à l'ouvrage de résister au vent. Donc là, on a une photo en contre-plongée de l'ouvrage où on voit ce contraste entre les piles massives et la lame de métal. Là, on peut voir les ambiances un petit peu à l'approche du pavillon. Donc ça, c'était
Voilà, une photo un peu générale qui met en scène l'entrée qui ensuite a été signifiée. Parce que la porte est toute petite pour entrer dans l'ancien bâtiment de caserne. Là, c'est lorsqu'on se trouve sous ce pavillon. Et d'autres cadrages générés par les piles de calcaire lorsqu'on est sous la tôle de métal. Alors pour conclure, donc nous allons vous présenter donc notre agence. On va revenir au centre, donc à Corté, dans les montagnes. Donc c'est notre agence qui aujourd'hui nous y sommes depuis 2 ans. Donc elle est implantée dans un ancien quartier pastoral, donc situé au pied de la citadelle. La citadelle de Corté, c'est une des citadelles c'est la citadelle la plus grande de Corse. Elle borde également le fleuve du Tavignane et ses terres agricoles. Donc sur cette photographie de la fin du 19e siècle, on peut y voir différents paillets. Donc il s'agissait de bâtisses agricoles qui consistaient donc à stocker la paille. Donc aujourd'hui, donc ce quartier est un petit peu en vestige, comporte des vestiges, il est un petit peu en ruine. Et donc ces traces donc du passé pastoral étaient pour nous, on va dire, très important de retravailler et finalement de mettre en avant au sein de notre projet. Donc, on a réussi à finalement acquérir donc une parcelle sur laquelle il y avait des vestiges donc de murs en ruine. Donc, on a étudié ces paillets donc qui suivent pour la plupart donc une typologie architecturale similaire, donc où vraiment leur architecture répondait à un usage précis. Donc sur la façade donc du pignon, il y avait donc une grande porte large qui permettait la livraison de la paille. Et sur donc une façade gouttereau, on avait une simple porte d'accès, donc pour un accès, on va dire depuis la voie. Donc pour mettre en place notre projet donc de l'agence, on a vraiment voulu réutiliser ce mode de composition où la fenêtre du pignon vient en quelque sorte donc accueillir et éclairer donc l'élément essentiel de l'espace, à savoir vraiment le bureau, l'espace de travail. Donc c'est un site qui a donc là c'est un ancien cadastre napoléonien. Donc ce qui nous a frappé, c'était aussi la composition urbaine du quartier. Ce qui est assez rare, c'est que l'ensemble des vides vraiment autour de ces bâtisses, bien que ce soit un site naturel, ce sont des espaces publics. Donc les espaces autour ont été de tout temps partagés et seules les constructions sont privées et cadastrées. Donc l'emprise du projet a été donnée vraiment par cet élément urbanistique principal. Donc on a souhaité poursuivre donc cette architecture présente dans le quartier en réutilisant donc la typologie des paillets et en affirmant vraiment la forme archétypale donc de ces bâtisses en double pan très caractéristiques. Donc les murs en ruine existants étaient de très mauvaise facture, donc nous les avons déposés. Donc ils avaient la particularité de comporter différentes maçonneries. Donc on avait vraiment des fondations formées de gros galets de granit venant des terrains alluvionnaires voisins. Et ensuite les élévations donc étaient en schiste et qui venaient de la carrière donc de la ville. Donc on a réutiliser l'ensemble des pierres donc au sein du projet. Donc la totalité des maçonneries que vous voyez ont été mises en place en réemploi. Elles ont été ensuite taillées, maçonnées et murées artisanalement directement sur place. Et nous avons souhaité donc les mettre en œuvre de façon homogène, en façade, en toiture, de façon à parler, on va dire, des anciennes toitures en lauze, mais surtout de laisser parler seule cette matière. Donc pour ce faire, on a souhaité gommer les éléments architectoniques du projet
pour en quelque sorte simplifier l'architecture et laisser parler le paysage. Donc on voit bien sur cette photo que les percements en fait sont conçus comme des pleins. Ils ont été permis donc par cette implantation du vitrage au mur extérieur, par l'utilisation vraiment de ce vitrage réfléchissant, mais aussi par l'absence d'éléments architectoniques. On peut voir qu'on n'a ni linteau, ni cadre, ni appui. Donc on a cette monomatérialité qui nous permet de lire ceci. Donc en quelque sorte, cette ambiguïté interpelle donc les personnes qui passent à côté de cette construction, mais elle permet à la fois d'ancrer en fait le projet dans ce site historique avec chargé d'histoire, en s'insérant de façon quasi mimétique, mais tout en affirmant sa contemporanéité. Donc, de la même manière qu'à l'extérieur, les espaces intérieurs sont réalisés en une seule matérialité. Donc, on a une structure complètement en béton qui est tantôt poncée, tantôt polie. Et donc, cela dégage une certaine austérité qui offre un espace de travail calme et serein. Différents cadrages sur la nature viennent accentuer ce sentiment. Donc, il nous a semblé important de terminer notre propos donc en vous présentant notre agence. C'est un lieu important pour nous, forcément. C'est le lieu où tout commence, où aujourd'hui nous avons pris racine. Et donc, on considère qu'exercer dans un bâtiment qui nous ressemble est aujourd'hui une chance. Et cela nous guide et ça nous permet en quelque sorte de garder le cap dans le tumulte du quotidien où on peut avoir parfois des moments de doute, mais on garde le cap. Voilà, merci.